Nous sommes avec Mélanie Slufsik, la société Colibri Intergénération. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter et présenter votre société? Effectivement. Alors, je suis Mélanie Slupsik, la fondatrice et directrice de Colibri Intergénération, que j'ai créé en juillet 2019, qui est le premier site internet dédié à la cohabitation intergénérationnelle de courte et longue durée sur toute la France. D'accord. Alors, deux choses. Qu'est-ce qu'on entend par cohabitation intergénérationnelle, qu'on comprenne bien? Alors, c'est une sorte de colocation ou de partage de toit entre deux personnes de générations différentes, à savoir un étudiant chez nous qui aura moins de 30 ans et un retraité qui, du coup, chez nous, aura plus de 60 ans et sera autonome. C'est en fait vivre ensemble, partager les actes de la vie quotidienne en contrepartie d'une participation financière moins onéreuse qu'un loyer classique et potentiellement en échange de quelques services de catégorie classique comme aller faire les courses ensemble, partager des repas, regarder la télé. Dans les faits, c'est une personne âgée qui est plutôt seule, qui est soit locataire, soit propriétaire, qui a une chambre qui est disponible, ou une plusieurs chambres qui est disponible, et qui va la louer à un étudiant ou une étudiante. Exactement. D'accord. On peut avoir quelques chiffres sur entre guillemets, il y en a qui vont m'engueuler, mais le marché que ça représente, la location intergénérationnelle à l'heure actuelle. Alors, potentiellement, on a un marché qui est énorme puisque les seniors aujourd'hui sont au nombre de 15 à 16 millions en fonction des chiffres que l'on retient. En 2050, ce sera d'autant plus. Et les étudiants, quant à eux, c'est entre 2 millions et 3 millions avec le même effet de développement dans les années à venir. Après, il faut savoir qu'il faut que ces seniors, pour nous, soient autonomes. Donc, ce ne sera pas les 17 millions ou 20 millions, mais ça fait une grosse part quand même de potentiels utilisateurs qu'il va falloir accompagner. À savoir le chiffre qui est très important et qui a été mis en avant il n'y a pas très longtemps, le dernier nombre de cohabitations intergénérationnelles répertoriées par on va dire l'association de référence sur le marché, c'est pas plus de 5000 mises en relation. Donc, quand on fait le poids entre les deux chiffres, on se rend compte qu'il y a vraiment un réel enjeu d'accompagnement à apporter au quotidien. Alors pourquoi ce chiffre est aussi faible? Parce que c'est un sujet qui existe depuis pas mal d'années avec deux grosses associations, enfin deux grosses associations qui avaient essayé de développer ce système-là. Puis ça fait plus de 15 ans, j'imagine. Pourquoi qu'on arrive qu'à quelques milliers d'unités, de couples réalisés? Alors, je pense que c'est lié aux efforts financiers qui en sont liés. C'est des associations, ce ne sont pas des entreprises. Donc, ces associations-là vivent aujourd'hui sur les subventions qu'elles arrivent à obtenir des collectivités, des régions et des départements et ne vivent pas effectivement des fruits de l'activité principale de mise en relation. Ce qui fait aussi qu'elles ont une communication qui est limitée puisqu'elles n'ont pas forcément des investissements de nature importante à pouvoir mettre en place. Et c'est aussi pour ça que nous, avec Colibri Intergénération, on a pris le challenge de prendre ce concept-là dans une start-up pour pouvoir justement aller challenger le concept et l'idée auprès de potentiels investisseurs, de potentiels associés qui sont à la fois publics, privés et qui puissent dans le futur monter avec nous des campagnes de communication de masse, donc payantes, et développer et aller challenger encore plus loin le concept parce que c'est ce qui manque clairement. Si on fait un constat aujourd'hui, c'est une absence de communication. Nous, ça fait un an qu'on est sur le marché et on se rend compte qu'en un an, on a réussi à créer une belle culture au concept avec peu de moyens. Donc aujourd'hui, si on arrive à tenir nos objectifs et nos ambitions dans la communication, on peut réussir à créer vraiment un nouvel écosystème où la cohabitation aura autant de place que la colocation finalement. Si je comprends, c'est qu'en fait, ce faible nombre de couples, entre guillemets, de couples formés vient du fait que ce service-là n'est pas assez connu. Exactement. Et puis, quand bien même il est connu, la notion que les gens en ont n'est pas la réelle notion de mise en place au quotidien. Bon, quand on échange avec des retraités que l'on va démarcher ou qui reviennent vers nous et qu'on leur dit c'est quoi qui se cache derrière le concept de cohabitation intergénérationnelle, on entend de tout. Donc aujourd'hui, nous, notre quotidien, c'est d'expliquer le concept, d'expliquer l'intérêt pour les deux cibles, donc étudiants et retraités, de vivre cette expérience intergénérationnelle au quotidien. Et c'est là vraiment un engagement fort de notre part d'accompagnement, de pédagogie, d'information. Et je pense que si vraiment on s'appuie encore à aller encore plus loin dans la communication de masse, on va vraiment interagir avec un plus grand nombre de retraités potentiels. D'accord. C'est les retraités qui ne connaissent pas le système ou c'est les étudiants qui ne connaissent pas le système ou c'est les deux? Alors, non, c'est plus les retraités que les étudiants.
Les étudiants, ils vont facilement sur Internet aujourd'hui chercher l'information. Donc, quand ils entendent parler de cohabitation intergénérationnelle, ils vont aller chercher l'information, la définition. Effectivement, des fois, il faut quand même qualifier le concept puisque certains pensent que c'est la porte ouverte à tout et n'importe quoi. Mais finalement, c'est très, très réglementé, très régi et très encadré par une charte qui existe dans le quotidien. Les retraités n'ont peut-être pas la facilité et l'usage encore aujourd'hui, malgré tout, d'aller sur Internet pour se documenter. Beaucoup plus qu'il y a quelques années, mais pas suffisamment encore. Donc oui, il y a vraiment une acculturation à faire. D'accord. Alors, actuellement, vous faites comment pour trouver les retraités? Parce que moi, la question, quand je vois votre service, hein, sur votre site internet, je trouve ça très intéressant, mais je me dis qu'il faut, pour que ça fonctionne, qu'il faut qu'il y ait un nombre suffisant de retraités qui proposent des offres et un nombre suffisant d'étudiants qui sont inscrits sur la plateforme. Comment est-ce que vous arrivez à enclencher la boule de neige? Alors, en fait, dans un premier temps, on a commencé à communiquer sur les réseaux. Donc, Facebook était un bon point de départ, avec notamment des groupes dédiés aux retraités qui étaient déjà créés, dans lesquels on est intervenu pour parler de la cohabitation intergénérationnelle. Mais il faut savoir que les retraités aussi, ils font confiance à leur entourage, à leurs aidants, qu'ils soient familiaux ou professionnels, ou professionnels, parce que des fois, ils sont les deux, sont aussi une belle source de recommandations au quotidien, puisque c'est eux qui connaissent les personnes âgées, qui connaissent l'environnement dans lequel elles vivent, donc le potentiel de chambre qui pourrait être occupé, et qui connaissent l'état de la personne en elle-même, puisque nous, on accompagne uniquement des retraités de plus de 60 ans autonomes. Donc, c'est très important aussi de le savoir. Après, il n'y a pas que les réseaux sociaux. Il est aussi vital de pouvoir s'entourer aujourd'hui d'un cercle, plutôt même d'un réseau d'entreprises qui travaillent déjà auprès de cette cible-là pour que Colibri vienne en complémentarité de leurs services. Ce n'est pas une question de prendre des parts de marché d'un tel ou d'un tel, c'est vraiment de venir en renfort pour permettre d'avoir une approche globale du bien vivre et du bien vieillir, de la promotion de l'autonomie. Et c'est ça, en fait, l'évidence aujourd'hui. C'est pas de faire du porte-à-porte, aucunement. C'est vraiment de travailler en synergie avec des acteurs, qu'ils soient publics, privés, présents depuis 30 ans ou non. Hein. D'ailleurs, il y a des startups avec qui on travaille aujourd'hui. Mais c'est vraiment de lier tout ceci et de se dire qu'on est dans une approche vraiment de bienveillance mutuelle et réciproque. C'est surtout ça aussi. D'accord. Ces acteurs, vous pouvez en citer des exemples de quel type d'acteurs vous parlez, qu'on comprenne bien et qui se reconnaissent en vous écoutant? Je vais faire une petite pub à certains avec qui je travaille et avec qui j'ai des contacts régulièrement. Donc là, je vais citer la dernière start-up avec qui on est en relation, c'est Granny et Charlie, avec Amélie Frély, qui est une start-up qui fait de l'intergénérationnel du quotidien pour des petits dépannages de 3 heures par semaine, aller faire les courses, mais de façon plus récurrente. Donc elle, dès lors qu'elle diagnostique auprès de ses propres clients retraités un besoin, qu'on peut couvrir et une envie de vouloir aussi partager son toit avec un étudiant, elle demande à son client s'il est d'accord pour qu'on rentre en contact et à ce moment-là, on prend la suite. On vient vraiment en complémentarité. Donc moi, sur les annonces, j'appelle ça un service duo parce qu'on ne lui prend pas son client, bien au contraire, on vient lui apporter un service complémentaire qu'elle n'a pas le temps, elle, de gérer puisqu'elle a déjà tout son quotidien à faire et c'est appréciable par les clients. Donc, il y a aussi plusieurs autres startups comme les Autonomy Planners avec Victor Perazzi qui est, lui, dans une approche un petit peu plus globale de diagnostic de besoins et un panel de solutions plus dense, mais dans lequel la cohabitation intergénérationnelle a toute sa place. Voilà. Dans ce cas-là, la cohabitation intergénérationnelle sera une des solutions que lui peut proposer. Exactement. Donc, il ne propose pas Colibri, il propose le concept de cohabitation intergénérationnelle et il renvoie vers différents partenaires. Il ne travaille pas en exclusivité avec nous. Et surtout qu'on couvre toute la France, donc il y a peut-être potentiellement d'autres acteurs dans le sud. Mais voilà, il y a toute une réflexion qui se met en place, tout un écosystème de synergie. Après, il y a d'autres partenaires comme des écoles de commerce, il y a le site Woomies, avec qui au début on s'est lancé la visibilité réciproque pour parler de cohabitation intergénérationnelle et de colocation. Après, quand moi, mes clients ne sont pas éligibles à notre offre, je les envoie volontairement auprès de Woomies pour qu'ils trouvent une solution, parce que c'est ça aussi. Lorsqu'un client vient sur notre site, s'enregistre, il prend beaucoup de temps. Et quand on ne peut pas l'accompagner, il va préférer ne pas être face à un non, mais face à un « on ne pourra pas vous accompagner, mais on peut vous renvoyer vers un acteur que l'on connaît ». Voilà. Si on prend des types d'acteurs avec lesquels vous pourriez collaborer, on va dire les services à la personne. Exactement. Ça peut être des acteurs, ça en passe dans le sens, on a discuté un petit peu avant de préparer, dans le sens qu'ils sont déjà sur le terrain chez les personnes âgées, donc ils peuvent vous remonter
de l'information. Qu'est-ce qu'il y a d'autres types d'acteurs, en fait? Vraiment, je parle des gros acteurs qu'on comprenne bien. Il y a, il y a des gros acteurs. Exactement. Il y a des gros acteurs qui peuvent être aujourd'hui des mutuelles ou des acteurs qui aujourd'hui accompagnent la prévention de l'autonomie, la perte d'autonomie, le bon vieillissement à domicile. Donc, il y a des grands groupes. Il y a aussi des banques assurances qui, dans leur parcours au quotidien, vont proposer des assurances capital décès, garantie des accidents de la vie. Ils peuvent très bien aujourd'hui, dans leur parcours client, proposer le service de Colibri qui répond à un besoin aujourd'hui de leurs clients seniors et étudiants. Après, ça peut être aussi des groupes immobiliers. Donc, ça peut être en fonction, bien évidemment, de la casquette et de leurs enjeux, mais des bailleurs sociaux, des promoteurs immobiliers qui se lancent dans des opérations intergénérationnelles pour recréer de la ville durable, plus éthique et plus solidaire. On peut travailler autant avec des mairies, des CCAS, des métropoles. Voilà, on a la chance, de par notre activité, de pouvoir travailler avec différents types d'acteurs. Et c'est ça l'intérêt aujourd'hui, c'est qu'il faut bien s'accompagner dans notre quotidien pour pouvoir être présent auprès des retraités et des étudiants. Voilà, ça c'est une évidence. Si on parle maintenant des couples, en fait, est-ce qu'il y a des profils du retraité qui reçoit un étudiant? Est-ce qu'il y a un profil particulier? J'imagine quand même que c'est pas trop dépendant, mais pas trop autonome, seul, mais il y a d'autres critères. Est-ce qu'il y a des profils qui ressortent parmi les retraités? Alors, depuis un an, on a mis en avant 3 grands profils de retraités. Donc, il y a soit le tout jeune retraité qui, il arrête son activité professionnelle, il entre dans la vie retraitée. Il est toujours actif et dynamique. Il a des chambres de disponibles. Et ce que lui, il veut, c'est compenser la baisse de son pouvoir d'achat tout en pouvant accompagner un retraité, un étudiant, pour qu'il puisse poursuivre ses études au plus près de son centre de formation. Donc là, c'est le jeune retraité dynamique. Après, on a plutôt 75-76 ans. C'est un petit peu notre cœur de cible. C'est des retraités qui n'ont pas envie de quitter leur domicile. Ils veulent vraiment rester chez eux, mais ils n'ont pas la chance d'avoir la famille ou une aide de vie qui puisse rester tard le soir ou la nuit. Et donc, du coup, ont besoin de cette présence rassurante et bienveillante et sont aussi très intéressés à améliorer leur pouvoir d'achat grâce à la participation financière qu'ils vont recevoir, honnêtement. Et à l'opposé, on a les retraités 97-98 ans qui sont autonomes et qui, eux, renoncent à quitter leur appartement et veulent une solution pour pouvoir y rester. Parce qu'ils se disent que s'ils partent dans cette maison de retraite, cette maison de service, alors attention, je ne dénigre pas leur activité, bien au contraire, puisqu'ils font un travail très pertinent et très qualitatif. Mais pour le retraité, pour eux, c'est une étape qui s'enclenche vers la fin de leur vie. C'est comme ça qu'ils le perçoivent dans certains cas. Et pour eux, j'imagine que c'est avoir quelqu'un la nuit, et essentiellement la nuit, s'il arrive un souci, s'il arrive un pépin pendant la nuit. En fait, c'est un complément à la télésurveillance aujourd'hui que beaucoup d'entreprises peuvent proposer. Certains retraités ont besoin de ce contact humain au quotidien qu'ils n'ont pas avec le système de télésurveillance. Mais finalement, on se rend compte qu'on vient en complémentarité du système de télésurveillance. Voilà, il y a vraiment ces différents profils qui se cumulent dans notre quotidien. Après, le cœur, c'est quand même 75 ans, clairement, aujourd'hui. Du côté des étudiants, il y a des profils particuliers. Des profils particuliers qui postulent, et autre question secondaire, des profils particuliers étudiants qui sont acceptés qui sont recherchés par les retraités. C'est d'ailleurs une différence, j'imagine. Exactement. Alors, on a différents profils d'étudiants. Principalement, alors est-ce que c'est lié au Covid ou non, je ne sais pas, mais en tout cas, on a eu énormément de demandes d'étudiants qui suivent un cycle d'alternance. Déjà, pour eux, l'enjeu est double. C'est-à-dire que des fois, ils ont l'école de leur rêve qui est à Paris et l'entreprise de leur rêve qui est à Lyon, Marseille, Bordeaux. Donc, ça leur fait 2 lieux de vie différents qu'il faut trouver. Donc, du coup, c'est 2 fois plus de budget. Donc, la cohabitation intergénérationnelle répond vraiment à l'enjeu de pouvoir d'achat et aussi de pouvoir choisir, on va dire, la scolarité de rêve qu'ils ont toujours voulu réaliser. Après, on a les étudiants qui font des stages. La cohabitation intergénérationnelle est très pertinente en la matière, puisque c'est les stages souvent de fin d'année qui durent 4 à 6 mois. Et donc, du coup, potentiellement, pour eux, c'est pouvoir atteindre une entreprise qui n'est pas dans leur zone aujourd'hui où ils résident de façon permanente. D'accord. Donc, il y a ces 2 types de profils. Après, l'étudiant, il a des caractéristiques qui sont très importantes, c'est-à-dire qu'il est empathique, qu'il est vraiment dans la bienveillance et qu'il a conscience qu'il va quand même avoir une présence qui est importante au quotidien. Et donc, il est capable de jouer le jeu. Des fois, on ne va pas accompagner certains étudiants parce qu'on se rend compte qu'ils sont uniquement à la recherche d'un loyer
plus bas. Ils ne sont pas prêts à jouer le jeu dans l'échange intergénérationnel au quotidien. Et si c'est le cas, on sait très bien que ça se passera mal. Voilà. Donc, bien qu'on ait un profil matché, puisque nous, on met en relation que des profils qui sont matchés entre eux, on n'est pas à l'abri de se tromper demain. Donc, il faut vraiment qu'on travaille le matching sur les actes de la vie quotidienne, sur le tempérament, les passions et les envies respectives des deux parties. La réciprocité est très, très, très importante sur la bienveillance et la sécurisation. Ça, c'est primordial pour que l'expérience soit bien vécue. Parce que pour les étudiants, je trouve qu'il y a quand même des contraintes. Ne serait-ce que si un étudiant a une chambre, c'est une personne âgée, il ne peut pas y amener sa copine, par exemple, et inversement. Exactement. Alors après, Ça, c'est quand même ouvert à la discussion. c'est peut-être un sujet tabou pour certains, mais c'est quand même une contrainte assez importante pour déjà quand on est jeune, j'imagine. Tout Donc, à fait. ça trait quand même très, très fortement les profils. Oui, ça limite les profils. Après, on a certains retraités qui acceptent que la personne reçoive un ou deux amis certains soirs pour partager un repas, pour travailler aussi, faut le savoir. Après, de là à faire vivre la petite amie dans la chambre, ça c'est non, c'est catégorique. Même nous, on leur dit clairement, c'est pas pour ça, sauf si c'est une chambre double et que c'est prévu au départ du contrat et que la personne retraitée l'a bien validé en amont. Ça, c'est possible. Mais il faut que les deux soient étudiants aussi. Mais après, il faut savoir que c'est vraiment des étudiants, c'est pas tous les étudiants qui viennent nous solliciter. C'est une certaine partie des étudiants qui ont compris ce qui était attendu derrière finalement. Bien sûr, bien sûr. De toute façon, si on met un étudiant qui veut faire la fête, ça marchera pas. Oui, l'étudiant qui veut faire la fête ou qui veut s'amuser tous les soirs, effectivement, il va comprendre de lui-même que c'est pas possible. Il va se sentir surveillé comme il est surveillé par ses grands-parents. Donc, c'est ça. Il faut vraiment que les deux soient prêts à jouer le jeu. Qu'ils soient vraiment sur cette présence bienveillante, cette réciprocité des attendus. Et surtout, il y a aussi le côté retraité dont on n'a pas parlé. Nous, des fois, on échange avec le retraité qui me dit « mais moi, je ne veux pas perdre ma liberté ». Mais la cohabitation intergénérationnelle, ce n'est pas recevoir vos enfants. Ça n'a rien à voir. Il n'y a pas ce lien de subordination en disant je vais contrôler tout ce que tu fais ». Il n'y a pas de souci. Voilà, il y a toutes ces petites choses. C'est très important de les définir au départ. Et c'est pour ça que nous, on a pris un engagement avec Colibri Intergénération. C'est que tous les retraités qui s'inscrivent sur notre site sont rappelés automatiquement. On qualifie le profil qu'ils ont renseigné. On va vraiment chercher le dialogue, la compréhension de la démarche. Pourquoi ils viennent nous chercher, qu'est-ce qu'ils veulent retirer de cette expérience-là. Et c'est comme ça qu'on peut bien travailler finalement. À vous écouter, ça me laisse penser que pour les retraités, c'est une action de nécessité et pas de volonté. De nécessité pour compléter les revenus, de nécessité parce que je deviens un peu âgé, de nécessité parce que je veux rester chez moi, mais pas forcément tiens, j'ai envie d'être avec une étudiante. Au moins au démarrage, j'imagine, non? Alors, il y a les deux. Il y a les deux. Il y a des retraités qui sont prêts à jouer le jeu pour aider des étudiants parce qu'eux ont été concernés à titre personnel, soit par la vie de leurs enfants ou eux-mêmes, en se disant effectivement, moi j'ai un appart qui est juste à côté d'une école, pourquoi pas le proposer? Je gagne du pouvoir d'achat, je gagne un petit peu des sourires le soir quand ils rentrent, il y a l'échange. Il y a cette volonté d'être un accompagnateur et un facilitateur de la vie étudiante. Après, effectivement, il y a des retraités et plutôt dans ce cas-là des familles, donc les aidants familiaux, qui vont nous interroger en nous disant aujourd'hui, voilà, ma mère ou mon père veut rester impérativement à la maison, mais on ne sait pas trop comment, est-ce que votre solution, c'est la bonne ou pas. Et dans ce cas-là, on se rend compte que c'est plus effectivement une nécessité, Colibri Intergénération est plus une nécessité qu'autre chose. Mais c'est une nécessité qui, avec le temps, devient conviviale, devient du partage. Il faut que le retraité teste une première fois et quand l'expérience est bien vécue, il revient une deuxième fois. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous parler de comment se passe à l'intérieur des logements la vie entre un jeune et un plus âgé? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'ils mangent ensemble, ne mangent pas ensemble? Est-ce qu'il y a la télévision ensemble? Est-ce qu'ils sortent ensemble? Qu'est-ce qui se passe? Alors, ça, c'est très personnel, très personnalisable aussi. C'est-à-dire qu'on a des retraités qui ont besoin que d'une présence la nuit. Et ils nous le disent. Et dans ce cas-là, effectivement, il y a une incidence sur la participation financière qui est demandée. Après, on a des retraités qui vont demander un partage d'un certain nombre de repas par semaine, qui vont demander à ce que l'étudiant, le soir, une fois que les devoirs effectivement sont faits, il ne va pas le pénaliser dans son cycle universitaire, mais puisse partager un jeu de société, raconter, lire un livre. Voilà, il y a plein de petites choses du quotidien que l'on fait nous spontanément dans la vie de tous les jours qu'il va demander à l'étudiant.
Et c'est là où la participation financière qui sera demandée sera de moindre mesure que quelqu'un qui ne demandera pas ces services-là. D'accord. Voilà. Mais j'imagine qu'au fur et à mesure que les mois passent, j'imagine que chacun s'habitue, chacun peut. Au bout d'un moment, ça se passe comment en fait? Ils vivent ensemble, ils se disent juste bonjour, bonjour dans les couloirs. Non, ils Euh, vivent ensemble, quand, ils ont quand, créé du quand, lien. quand la personne âgée reçoit la famille, par exemple sa propre famille, ses propres enfants, l'étudiant participe au repas, ça se passe comment en fait? En fait, ça dépend vraiment de l'étudiant et du retraité. On a eu une expérience intergénérationnelle qui a été extrêmement bien vécue. Et du coup, l'étudiant au début qui partait tous les week-ends, finalement, est resté. Les autres week-ends, au fur et à mesure de la relation dans le temps. Et on partageait la vie de tous les jours. Ils ont partagé plus de repas que ce qui était convenu. Et même la fin du contrat, c'était limite un lien amical qui s'était créé. Et c'est ça aussi l'enjeu de la cohabitation intergénérationnelle. C'est faire qu'on ne soit pas dans une situation limite professionnelle, mais qu'on ait réussi à mettre en avant des sentiments respectueux, amicaux, la volonté de vouloir bien être accompagné, au-delà du simple contrat finalement. D'accord. Si on en revient à votre activité, voilà, moi je suis retraité, j'habite en Savoie, j'ai un appartement à Chambéry, j'ai une chambre, etc. Je viens sur votre site, je postule, j'imagine. Comment ça se passe et comment est-ce que vous faites pour valider que je ne suis pas un escroc et que ma chambre ne fait pas 7 mètres carrés 50? D'accord. Alors, le parcours utilisateur que l'on propose avec Colibri Intergénération, c'est un parcours qui est 100% digital, 100% sécurisé et 100% humain, et qui repose sur 4 étapes essentielles. Les 2 premières donc, sont gratuites. C'est la création du profil où vous remplissez un certain nombre d'interrogations au sujet des actes de la vie quotidienne, de ce que vous attendez, vos passions, votre tempérament, etc. Puis, vous êtes mis en relation directement avec des profils étudiants qui ont des affinités communes. Donc, idéalement, ce sont 5 affinités. Donc là, on se dit que l'expérience va être super bien vécue. On ne met pas en relation quand il n'y a pas plus de 2 affinités aujourd'hui. Quand on parle d'affinité, ce n'est pas la géolocalisation ou la date de disponibilité de la chambre. Ce sont des affinités sur le tempérament, l'attendu de la cohabitation intergénérationnelle, le nombre de repas qui peut être partagé, la présence sur place. Est-ce que c'est une présence semaine ou week-end et ou les deux? C'est déjà ça une évidence. Après, c'est le fumez-vous, acceptez-vous les animaux de compagnie, voilà, pour que le quotidien soit mieux vécu par les 2 parties. Une fois que la mise en relation est faite, les 2 personnes vont entre elles valider les affinités par un échange téléphonique, par un rendez-vous physique ou, avec le Covid, WhatsApp ou tous les outils suffisants qui permettent cette mise en relation. Donc là-dessus aussi, on accompagne les retraités dans l'usage au quotidien. Ça, c'est une évidence. Et après, une fois que tout ça s'est réalisé et que les 2 parties veulent enclencher la contractualisation, ils peuvent directement sur le site réserver et payer, ainsi que signer le contrat. La D'accord. quatrième, Dans toutes oui. ces étapes-là, vous n'intervenez pratiquement pas. Alors, si nous, on intervient à l'étape création de profil pour les retraités, c'est-à-dire que l'on s'engage aujourd'hui dans notre quotidien à contacter tous les retraités qui s'inscrivent sur notre site, D'accord. qui nous permet de compléter le profil, de creuser un petit peu plus dans le détail, de vérifier effectivement l'aspect qualitatif de la chambre qui est proposée, parce qu'il faut savoir qu'on a un engagement de par la loi Elan de vérifier que la chambre soit respectueuse et que l'étudiant sera bien accueilli. On va dire une chambre, effectivement, minimum 9 mètres carrés, ce serait le minimum. Un point d'eau, c'est-à-dire une salle de bain ou une salle d'eau où l'étudiant peut faire sa toilette. La possibilité d'avoir à proximité un bus, un tram ou de pouvoir garer son véhicule. Ça, c'est une évidence aussi pour un étudiant. Voilà, il y a certains petits points que l'on vérifie. Donc, soit on le vérifie en WhatsApp, soit on le vérifie parce que le retraité va nous envoyer des photos de sa résidence et va nous transmettre l'adresse exacte de son lieu de vie pour qu'on puisse le géolocaliser. Donc ça, on intervient en tant qu'un petit peu contrôleur, modérateur et on va vérifier effectivement certains points dans la relation. D'accord. Après, on a une 4e étape dans le parcours qui est aussi une étape qui est primordiale. C'est un accompagnement à tout instant de la relation. Donc, c'est effectivement à la création du profil, parce que je viens de vous raconter, aussi pendant la mise en relation, parce que des fois, il faut aller aider à la mise en relation. Et lorsque l'on fait toute la partie administrative sur Internet, sachant qu'aujourd'hui, on ouvre quand même, pour certains retraités, à l'envoi classique du contrat par courrier.
voilà, on est pro-digital, on prône le digital et la tech dans l'utilisation du concept au quotidien, mais on n'est pas aussi fermé à se dire le retraité, il est d'accord pour le faire, mais il n'y arrive pas sur Internet et personne ne peut l'aider. Effectivement, là, on va faire le nécessaire. D'accord. Voilà. J'imagine qu'il y a des moments, il y a des pics sur votre site de recherche. J'imagine la rentrée. Est-ce qu'il y a d'autres moments dans l'année où il y a des pics également de recherche? Oui, on a une activité, on peut dire dite saisonnière, avec des cycles qui correspondent aux rentrées étudiantes. Donc, il y a la fameuse rentrée étudiante de septembre. Donc là, entre mai et septembre, on ne décolle pas. On a un taux de visibilité qui est extraordinaire malgré notre jeune âge. On a eu des pics de 15 000 visites cumulées sur 3 mois, donc c'est-à-dire à peu près 5 000 vues par mois. Après, il y a la fin de l'année avec l'intégration des étudiants internationaux via les parcours Erasmus. Il y a la période de mars, fin février-mars. Ce sont les étudiants qui vont faire leur stage, qui ont besoin à la fois de trouver l'entreprise pour faire le stage et de trouver le lieu de vie pour réaliser le stage. Voilà, à peu près, il y a 3 grandes périodes qui se dessinent dans l'année où l'activité met en avant un certain pic d'activité. Ouais. D'accord. Il y a un ratio de nombre d'étudiants par rapport au nombre de retraités. Pour une chambre de retraités, il y a combien d'étudiants qui postulent? Alors, comme nous, on travaille de façon nationale, ces chiffres-là, malheureusement, avec le Covid, ne sont pas cohérents, même si je peux vous les dire, il n'y a pas de souci. Ma question, c'est il y a plus d'étudiants, j'imagine, que de chambres proposées. Bien sûr. Aujourd'hui, clairement, sur notre site, on a pratiquement dépassé les 3000 inscrits et il faut savoir qu'on a à peine 150 retraités. Ah oui, donc, on voit bien que la structure n'est pas encore là. Mais c'est ça tout le travail et notre enjeu au quotidien, c'est d'aller chercher la communication auprès des seniors, parce que les étudiants, on a mis en place quelques partenariats avec des écoles, plus les réseaux sociaux, le compte Instagram, on se rend compte que eux, on arrive à les atteindre beaucoup plus facilement que les seniors. Donc aujourd'hui, on va plus aller mettre des actions en place pour aller chercher notre clientèle de seniors. D'accord. Pour les étudiants, alors je ne sais pas si vous arrivez à l'analyser, mais c'est la cohabitation intergénérationnelle pour les étudiants qui s'inscrivent à la plateforme, c'est un premier choix ou c'est parce qu'ils ont fait le tour de la ville et dans la ville ça coûte trop cher, donc dans ce cas-là, ça serait un second choix, ou c'est parce qu'ils arrivent trop tard dans une petite ville moyenne et qu'il n'y a plus de logement, je sais pas, au Crous, et donc ils se rabattent sur la cohabitation intergénérationnelle. C'est un premier choix ou c'est un second choix? Alors, avec toute transparence, je pense que c'est les 3. C'est-à-dire qu'on a des gens qui ont vécu avec leurs grands-parents ou qui ont déjà fait une expérience intergénérationnelle et qui ont trouvé l'intérêt. Donc, eux, ils resteront sur un système de cohabitation intergénérationnelle. Après, on a effectivement les gens qui veulent une école, je ne sais pas, à Lille ou à Paris, et qui se rendent compte que finalement, un loyer simple est trop cher à assumer. Ce serait un peu se mettre le couteau sous la gorge et être moins serein au quotidien pour la réalisation de ses études. Donc, ils vont aller chercher soit de la colocation entre jeunes actifs, entre étudiants, ou soit effectivement la cohabitation intergénérationnelle, parce qu'ils sont près de leurs grands-parents, parce qu'ils ont envie de partager leur quotidien. Et après, effectivement, et c'est ce qui se passe depuis 3 semaines maintenant, on a affaire à aussi une population d'étudiants qui se retrouvent le bec dans l'eau parce qu'ils avaient fait des appels au Crous et que le Crous, ils ont été totalement dépassés aussi cette année malgré eux. Et du coup, les gens reviennent vers nous. Mais c'est pareil, nous, nos chambres, elles ont pratiquement toutes été à attribuer. On en a encore certaines puisqu'on arrive à identifier certains retraités régulièrement, mais on n'arrivera pas à répondre à l'intégralité de la demande qui nous est faite. Ça, c'est impossible. D'accord. Sachant que le sujet, je parle entre guillemets, le marché de la cohabitation intergénérationnelle n'a pas vraiment progressé ces dernières années. Dans 5 ans, vous le voyez comment? Au top niveau. Non, en fait, c'est vraiment top niveau, ambitieux, c'est-à-dire qu'en fait, dis. on aura fait 2 millions de retraités concernés ou on aura fait 8 000? Après, je vais être honnête avec vous. Nous, on s'est fixé déjà une ambition d'accompagnement très élevée parce qu'on veut montrer que la cohabitation intergénérationnelle, elle ne mérite pas la place qu'elle a aujourd'hui. Clairement. Elle devrait être au même niveau que la colocation, que le co-living entre étudiants, entre jeunes actifs ou d'ailleurs entre tous les gens que vous pouvez croiser dans la rue demain. Je pense qu'il est important qu'on prenne vraiment à cœur le concept. Et je le disais tout à l'heure, le pourquoi on n'en est pas à ce niveau-là aujourd'hui, c'est parce que les personnes qui ont très bien fait le travail depuis des années étaient peut-être limitées dans leurs dépenses et limitées dans leur agissement sur la communication, qui est, je pense, une partie essentielle pour que la cohabitation intergénérationnelle décolle. Donc, il y a pas mal de choses qui sont en train d'être mises en place. Nous, je sais que notre enjeu aujourd'hui,
c'est vraiment de donner accès à cette communication. Et c'est ce qui fera qu'on arrivera à réintroduire ou introduire la cohabitation intergénérationnelle autant dans les grandes villes que dans les zones rurales. Parce qu'il y a aussi un bel enjeu aujourd'hui. Et on en entend tous les jours à la télé, dans les médias, auprès des pouvoirs publics, du gouvernement et même des maires. On veut une ville durable. On veut une ville plus éthique, plus écolo, plus responsable et solidaire. Ben, la cohabitation intergénérationnelle, c'est une des réponses les plus rapides et accessibles pour rentrer justement dans cet écosystème que l'on recherche. Pourquoi ? Parce qu'on ne crée pas de foncier supplémentaire. On va optimiser le foncier qui est en place, qui est partiellement inoccupé, en recréant du lien entre les générations. Et le Covid qu'on traverse encore aujourd'hui a mis en exergue ces nouveaux besoins, ces nouveaux attendus, ces nouvelles attentes des retraités, mais aussi des étudiants. Combien d'étudiants sont restés bloqués dans leur résidence, dans à peine 9 mètres carrés, coupés du monde? Ils ont perdu leur stage, leur travail, ils ont tout perdu, eux aussi. Donc, on est aussi un acteur du bien vivre et du bien vieillir ensemble dans les villes durables pour les institutions, pour les entreprises publiques et privées. Dernière question pour moi, par rapport à l'actualité au Covid. Est-ce que le Covid freine la cohabitation intergénérationnelle dans ce sens que la famille dit à son parent, à sa maman âgée, écoute, il ne faut pas que tu reçoives un étudiant parce qu'il va te ramener le Covid à la maison, ou est-ce qu'au contraire, c'est l'effet inverse qui s'est passé parce qu'en fait, la situation est plus difficile et donc c'est une solution qui commence à progresser avec le Covid? Eh bien, on a affaire aux deux situations. À chaque fois, il y a des retraités. D'accord. Ouais, en fait, comme on est sur une cible qui est très large aujourd'hui, sur deux marchés totalement différents, il y a l'effet média en fait. L'effet média, je dis ça comme ça parce que quand on regarde la télé tous les soirs et qu'on regarde les infos en boucle, en ce moment, c'est un peu catastrophique, quoi. On redémarre l'activité du Covid, les taux sont beaucoup plus importants, il faut faire attention. Donc, il y a cette peur. Après, en tant qu'acteur qui prône l'accompagnement au quotidien, c'est aussi notre travail au quotidien de rassurer le retraité qui peut accueillir un étudiant et d'engager l'étudiant dans cet accompagnement au quotidien grâce aux gestes barrières. Donc, on va avoir des retraités qui se disent finalement, c'est comme si j'accueillais ma famille le week-end, c'est la même chose. Il faut respecter la distanciation sociale, le port du masque, le gel hydroalcoolique. Voilà, il y a tous ces petits points. Et on a des retraités qui vont nous dire « c'est pas pour moi, je préfère jouer la sécurité, pour l'instant je le mets de côté. Je comprends le concept, je comprends pourquoi il peut être intéressant pour moi, mais pour l'instant je ne veux pas. » Et nous, notre engagement, ce n'est pas de les forcer. Bien au contraire, c'est de leur dire « oui, on a compris ». Et ce qu'on fait, c'est qu'on se fait un suivi dans le temps. Et dès lors qu'on voit que la situation est un petit peu mieux pour vous, on reviendra vous voir avec un profil d'étudiant affiné qui vous correspondra. Voilà. On sait que ce que l'on sème aujourd'hui, c'est ce que l'on récoltera demain. Donc, il n'y a pas de pression à mettre sur les différents acteurs et interlocuteurs. Bien au contraire, je pense qu'il faut vraiment une démarche bienveillante pour qu'en 2021-2022, on atteigne, si ce n'est pas 100% de notre ambition et de nos objectifs qu'on s'est fixés, qu'on soit vraiment sur une rencontre de marché, une preuve de concept pour qu'on puisse aller encore plus loin demain et après-demain. Super, ça fera une super conclusion. Donc, merci Mélanie de Colibri Intergénération. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous aussi.